afin que les enseignants accomplissent sereinement leur travail, qu'ils répondent à cette injonction ministérielle de résultats, d'efficience, d'efficacité, de performance pour la réussite de leurs élèves, il va s'agir à la fois de reconnaître leur travail. Donc reconnaître leur travail, pourquoi ? Afin de développer le sentiment d'équité et de justice. Plus on ressent un sentiment d'équité et de justice, plus on va être engagé dans son travail. Donc c'est toute la question de l'engagement et de l'implication dans le travail qui doit passer par une reconnaissance de ce travail-là. La question des enseignants, c'est la question de leur reconnaissance. Quand je veux porter l'idée de la société de la reconnaissance, il y a bien un monde pour lequel cela s'applique, c'est bien le monde de l'éducation. Parce que le monde de l'éducation a le sentiment de ne plus être respecté, de ne plus être considéré, et tu as raison Yvan, tellement peu considéré et respecté qu'il est atteint d'une énorme démoralisation, disons-le, pour au moins une partie d'entre eux, et qu'en effet c'est un métier qui n'est pas un métier comme les autres, que c'est aussi une vocation, et qu'en effet il faut engager des parcours professionnels, parce qu'on ne peut pas avoir un jus colossal pendant 30 ou 35 ans en étant enseignant. Moi, j'ai été enseignant à la fac pendant un certain nombre d'années, j'adorais ça, ça n'était pas mon métier, mais je le faisais avec bonheur et plaisir, en étant moins bien payé que n'importe quel salarié français. Mais je le faisais jusqu'au jour où j'ai commencé à être un peu plus émoussé et à avoir un peu moins de motivation. Si les enseignants sont stressés, disent vivre un malaise, c'est essayer de les mettre non pas dans un stress de menace qui risque de les conduire à un épuisement professionnel, mais plutôt les mettre dans un stress de défi positif pour relever les défis de l'école du XXIe siècle. Les élèves, et surtout dans les quartiers difficiles, ne sont pas gentils, s'emmerder, sans broncher. Aujourd'hui, il y a de la révolte, on ne comprend pas, on dit, il y a des élèves qui jouent aux cartes au fond et qui disent au professeur parlez moins fort, ça les dérange quand ils jouent, etc. Bon, c'est vrai. Alors, un petit mot sur la formation des enseignants qui me paraît fondamentale, mais avant, il y a le recrutement. Moi, je suis de ceux qui disent quiconque n'a pas fait de colo de vacances avec les gamins des banlieues ne peut pas prétendre à devenir. Je n'ai pas dit que s'il se débrouille bien, il deviendra un bon professeur. J'ai dit s'il n'y arrive pas, il ne peut pas avoir une formation de professeur, il ne réussira pas à l'école. Le métier de prof, c'est un métier de relations humaines. Or, il se trouve quand même que si on met du numérique en place, on restaure, paradoxalement, peut-être pour certains, cette relation humaine. Pourquoi ? Quand je prépare mon cours en contenu numérique, je l'affiche au tableau tout de suite. Je ne perds pas de temps techniquement, et ceux qui ont été profs ici vont comprendre ce que je vais dire. Je ne perds pas de temps techniquement à tourner le dos à mes élèves et à écrire. Or, quand on tourne le dos à une salle, c'est toujours extrêmement mauvais. On ne fait jamais ça, c'est très compliqué. Et surtout quand on a 30 élèves qui sont un peu justes, pas évident, qu'ils envoient des boulettes ou autre chose. La semaine de 4 jours est une catastrophe. Et je pèse mes mots. C'est une catastrophe. Pourquoi ? C'est pas parce qu'elle s'appelle 4 jours. 4 n'est pas un chiffre maléfique. C'est une catastrophe parce que on retombe dans la désynchronisation dont je vous parlais. Quand les enfants sont libres 48 heures d'affilée et que les parents ne sont pas là pour dire au cher petit « va te coucher » et que le cher petit regarde la télé, regarde le film, regarde ci et regarde ça, l'ordinateur dans la chambre, catastrophe. Dans la chambre, l'ordinateur, catastrophe. Donc, samedi et dimanche, il se couche tard, il se lève tard, et on est dans le système du jet lag. La semaine de 4 jours s'avère une erreur. Ça, c'est le point de vue aussi des députés qui ont conduit un rapport sur cette question. Elle engendre de la fatigue et un resserrement des enseignements. Il y va probablement de la santé de l'enfant, puisque tous les enfants déclarent qu'ils sont fatigués à l'école, et les lycéens aussi, et par conséquent, il est temps d'agir. Il est temps d'agir pour faire en sorte qu'il y ait une véritable qualité de vie de l'enfant à l'école. Vous parlez des rythmes et des emplois du temps. Sachez que c'est complètement secondaire. Les expérimentations qui marchent, c'est justement quand on donne le pouvoir aux élèves de choisir un emploi du temps, de le bâtir.
d'avoir exactement les mêmes cours que tout le monde sur l'année, mais d'expérimenter. C'est une des choses qui marche très bien à l'étranger et chez nous. Dans le projet d'établissement, dans une stratégie d'autonomie, il y a une place particulière pour les parents, que j'appellerai des coopérateurs de l'activité pédagogique. Ils sont ni ordonnateurs de l'établissement, ni clients. Ça, je tiens à le dire, c'est une partie de notre vitalité à nous. Les parents sont des coopérateurs pédagogiques. Et donc, ils doivent être partie prenante du projet d'établissement, dès le projet. Dans un établissement ZEP, en fait, les parents se détachent totalement de l'enseignement et de l'école de leurs enfants. Donc ça, c'est pour nous un grand problème. Merci, Monsieur Girard. 1 minute pour la réponse. Quand les parents ne viennent pas à l'école, il faut que l'école aille chez les parents. J'ai un ami chef d'établissement, lui, quand il fait le recrutement, il va dans tous les bistrots de tous les cantons d'où viennent des élèves, et la réunion des parents, excusez-moi, et au bistrot du canton, ça a totalement changé l'école. Et il connaît les fermes, il connaît les parents, il voit des fois le grand-père qui est venu aussi, parce qu'il qui est allé faire des courses entre-temps. Amenons du réalisme. Il faut aller. Autant notre école traditionnelle fabrique ce que j'appelle des moutons ou des casseurs, c'est-à-dire où on obéit à tout, où on se révolte et on casse tout, mais pas des citoyens qui discutent, non seulement qui, entre eux, disent leurs désaccords, mais arrivent à trouver des compromis, parce que c'est comme ça, quand on a des projets, là. Je dis, en ce sens-là, oui, je pense qu'au lycée expérimental, tout le monde n'a pas eu le bac, ça c'est sûr, mais on a fabriqué des citoyens qui savent ce que c'est que négocier, faire des compromis, voilà, ça c'est absolument sûr. Les mineurs délinquants, c'est pas rien. Moi, je suis un 3 ou 4e centre éducatif fermé. Je vois des enfants de 13 ans qui sont là parce qu'ils ont violé leur mère, parce qu'ils ont fait 5 agressions sexuelles. Ils ont piqué je ne sais combien de sacs à des personnes âgées. Ces délinquants-là, on en retrouve parfois à l'école, et l'école ne sait pas les gérer. Moi, je suis pour qu'on demande à l'école de garder l'autorité et la discipline et de l'ordre. Ça veut dire que lorsqu'un gamin fait une bêtise, eh bien, il doit être exclu de cet établissement. Il faut qu'on trouve une autre solution. On ne peut pas le laisser à la rue. Mais il faut rappeler les règles. Et pour moi, la sanction, elle n'est pas ailleurs que dans la prévention. Quand un gamin sait que ça va tomber, on le prévient. C'est bien dans la prévention, ce n'est pas dans la répression. La sanction, elle est obligatoire. Et il faut que l'école garde ces notions-là parce que la République, quelque part, les a abandonnées. Il faut mettre le paquet pour avoir un plan qui lutte contre l'échec scolaire, et notamment dans les zones d'éducation prioritaire. Il y en a à peu près 1000 en France, qui représentent 1 500 000 élèves, ce qui est considérable. Ces 1 500 000 élèves sont en déperdition. Il faut qu'il y ait un plan massif, et ce n'est pas une mesure, ou 2 mesures, ou 3 mesures, c'est un ensemble d'une dizaine de mesures qui doivent être mises en œuvre pour faciliter l'intégration de ces jeunes dans le système éducatif et leur réussite. Et ce qu'il faudrait changer aussi, c'est la mentalité de certains professeurs qui considèrent qu'il y a un déterminisme social. Suivant votre origine, vous êtes condamné à l'échec. Il n'y a pas grand-chose que l'on puisse faire pour cela. Nous avons besoin, pour cette élection présidentielle de 2012, que la question éducative soit au cœur du débat politique. Parce que je vous le dis et je vous le répète, une nation et un pays qui laisse autant d'enfants sur le bord du chemin est une nation et un pays qui est en grande difficulté pour son avenir et qui a devant lui de grandes inquiétudes. Parce qu'on ne peut pas simplement penser un seul instant que vous ayez 150 000 jeunes qui sortent chaque année du système éducatif sans formation, que vous ayez 20% de jeunes qui soient en situation d'illettrisme, alors parfois ce sont les mêmes, et c'est souvent les mêmes, et qu'enfin nous soyons face à un monde professionnel et un monde de l'entreprise qui a le sentiment que des pans entiers de son économie ne trouvent pas la main-d'œuvre qui lui convient. Donc face à cela, nous avons un impératif absolu, dire que pour le nouveau centre, l'éducation, c'est la priorité des priorités. Je vous remercie.